Merci à tous de nous rejoindre pour ce webinaire organisé par Marseille en présence de 3 intervenants de choc. Donc Christopher Pratt, que vous connaissez forcément si vous connaissez Marseille, Samuel Lelièvre et Anne Valero. On va leur laisser le temps de se présenter un petit peu plus en détail tout à l'heure, dans quelques secondes. Mais avant ça, juste quelques règles pour le fonctionnement du webinaire. Donc, vous avez obtenu le lien sur inscription, c'était un webinaire que l'on voulait pas de trop grande envergure pour justement être capable de répondre à vos questions personnalisées. Les questions justement, ça se passera en fin de webinaire. On va vous demander de nous les poser dans le chat. Donc, je ne sais pas si vous connaissez tous Zoom, mais en bas, vous avez une petite icône où il est écrit « Converser ». D'ailleurs, nous avons déjà des messages dans le chat. Et donc, c'est ici que vous pourrez poser vos questions et j'assurerai la modération pour pouvoir trier, regrouper vos questions et les passer à nos intervenants. Bien évidemment, si le temps imparti est écoulé et que nous ne pouvons pas répondre à toutes vos questions, on pourra tout à fait poursuivre l'échange de manière individualisée avec l'un de nos intervenants à l'issue du webinaire. Sachant que vous recevrez le replay, donc nous sommes en train d'enregistrer ce webinaire ce soir. Vous recevrez un replay par email, y compris si vous avez des collègues qui n'ont pas pu y assister et à qui vous avez envie de faire passer le contenu, il ne faudra pas hésiter à le diffuser, ainsi que les coordonnées de tous nos intervenants pour pouvoir poursuivre les échanges avec eux. Donc voilà, moi je ne me suis pas présentée, donc je vais le faire. Moi je suis Amandine, la plupart de ceux qui connaissent Marseille certainement me connaissent aussi. Donc je suis l'associée de Christopher Pratt depuis 3 ans maintenant et j'ai en charge en particulier le business développement. C'est donc moi qui vous organise ces petites sessions d'information comme celle que nous faisons ce soir. Ce soir, le thème c'est la nutrition et pour cela nous recevons donc 3 intervenants à qui je vais passer la parole pour qu'ils puissent se présenter. Donc je vais vous partager mon écran. Je vais vous laisser me dire si c'est tout OK de votre côté dans le chat ou si Anne, qui va être la première à se présenter, peut me dire si on voit bien le support à l'écran. Super. Anne, je te laisse réactiver ton micro. Yes. Bonsoir à toutes et à tous. J'ai l'honneur de lancer le bal. Alors, comme il y a marqué sur l'écran, je m'appelle Anne Valero. Donc, j'ai 43 ans. Je vais prendre la parole ce soir et je vous remercie déjà, Marseille, Amandine et Christopher pour la confiance. C'est vraiment ce qui nous anime depuis quelques mois qu'on a eu la chance de se rencontrer. Et c'est vrai que je pense que ce qu'on a en commun, c'est qu'on est passionné de sport, passionné de challenge. Et ce soir, je vais on va dire, partager de l'expérience, des connaissances, des compétences que j'ai acquises depuis maintenant 20 ans autour du sport, du bien bouger, du bien manger, puisque j'ai allé dans les grandes lignes, comme vous voyez à l'écran, un passé de sportive qui a guidé ma vie depuis toute petite. J'ai voulu en faire mon métier, donc j'ai fait la fac de sport et j'ai terminé par un professorat de sport en passant par une formation de préparateur physique. Ça m'a bien occupée pendant une bonne dizaine d'années. Et très rapidement, j'ai eu envie de plus de challenge, plus de partage, plus d'accompagnement et de suivi personnalisé. Ça a été vraiment ma casquette, on va dire, pendant ces dernières années. Et bien sûr, dans l'entraînement sportif, ma spécialité, c'est les sports d'endurance. Donc, je suis plutôt terre que mer, mais c'est bien aussi d'aller voir dans les autres domaines. Et justement, Christopher, Amandine m'ont fait ouvrir les yeux, même si ma famille avait aussi un pied dans la voile. Mais voilà, j'ai partagé une belle aventure cet été. Je crois qu'on en parlera 2 mots. Voilà, c'est la préparation physique, c'est l'accompagnement en conseil en équilibre alimentaire. Et ça fait maintenant 2 ans que j'ai choisi de faire une reconversion totale et de monter mon entreprise avec mon conjoint pour mettre en avant un circuit de distribution français, voilà, en solution d'équilibre alimentaire et surtout aussi former des gens à la création de leur propre entreprise. Voilà, donc on va essayer de vous amener des réponses à vos attentes ce soir avec mes 2 autres collaborateurs de la soirée. 3 autres, pardon, avec Amandine qui gère tout la technique. Merci. Je laisse Samuel maintenant se présenter. On t'écoute, Sam.
Et merci Amandine. Bonsoir à tous. Un grand merci évidemment à Marseille pour cette soirée qui s'annonce pleine de passion. Donc moi je suis Sam Lelièvre, 44 ans, je suis père de 3 enfants. Que dire? En fait, je suis tombé dans la marmite de la voile, moi par contre tout petit, à l'âge de 7 ans. J'ai fait un gros parcours de voile légère, de dériveur, avec l'Optimiste, le Laser, le 49er, etc. J'ai une mini-expérience dans le gros bateau. Donc, je ne suis pas le spécialiste du soir en termes de gros bateaux. Là, j'ai un petit peu fait de 40 et 50 pieds. Donc, on va dire un tout petit peu de large. Et puis, du coup, moi, je me suis plus axé sur le coaching. Donc, j'ai eu la chance d'être coach de quelques équipes internationales, notamment en Suisse et puis aussi sur l'équipe qui est assez connue de Oman Sail. Voilà. Et puis, aujourd'hui, je suis plus du côté vente. Je suis resté dans le petit bateau. C'est vraiment ma passion, donc je suis là-dedans à fond. Je suis directeur commercial de la société Airplast. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une petite boîte française qui fabrique des dériveurs pour initier la voile à tous nos enfants ou à vos enfants. Voilà. Et puis du coup, ça c'est mon job à plein temps. Et en parallèle de ça, puisque c'est le sujet du jour, la nutrition, moi c'est quelque chose qui m'anime et qui me passionne depuis tout jeune. En fait, j'ai eu la chance d'être dans une famille qui m'a sensibilisé à ça. Et du coup, en tant que coach, ça m'a vraiment, pareil, animé et j'ai transmis ça un maximum entre les jeunes que j'ai pu coacher et puis le côté compétition. Et aujourd'hui, en parallèle de mon job, je fais un petit peu comme Anne, j'aide et on va dire que j'aide et je guide les gens à rééquilibrer leur quotidien au côté nutrition. Voilà en ce qui me concerne. Merci Sam pour cette présentation. Du coup, je vais laisser la parole à Christopher maintenant. Oui, Christopher Pratt, donc un peu comme le disait Amandine, beaucoup d'entre vous me connaissent, mais j'espère pas tous. Donc moi j'ai 40 ans, j'ai 2 enfants. Sam, c'est bien que tu aies commencé par ça. C'est vrai qu'on l'oublie un peu de le dire dans nos présentations, mais on n'est pas que des professionnels, on est aussi des hommes et des femmes, donc c'est important de parler de ça aussi. J'ai créé la société Marseille il y a une dizaine d'années, avec cette idée en tête que notre expérience du haut niveau et de la course en équipage ou en solitaire d'ailleurs pouvait aider les entreprises. Et tout ça est resté du domaine très théorique jusqu'à l'arrivée d'Amandine au sein de Marseille, qui a, comme elle le disait, pris en charge le développement à la fois business développement, mais aussi et surtout la construction pédagogique de nos offres entreprises. Et donc aujourd'hui, on est un organisme de formation référencé, datadocké, certifié en management, et on utilise la voile pour faire de la formation management du sport. Donc c'était l'idée que j'avais depuis quelques années, depuis presque 15 ans, mais qui a pu être vraiment mise en œuvre et qui est concrète aujourd'hui depuis l'arrivée d'Amandine dans Marseille. Voilà, mon parcours voile, vous le connaissez peut-être un peu plus, mais voilà, j'ai grandi et j'ai été formé à Marseille, même faculté des sciences du sport que Anne d'ailleurs, même diplôme en maîtrise en préparation physique. J'ai gagné des courses en dériveur, pas autant que Sam d'ailleurs, beaucoup moins même. Et puis assez vite, je me suis tourné vers la course au large avec un parcours en Figaro, puis sur la route du Rhum, des Transats Jacques Vabre avec 3 podiums, avec des gens que vous devez connaître comme Armel Lecléache ou Jérémy Bayou. Et puis de pas mal d'expériences sur des transats en équipage, en solitaire, en double. Et qu'est-ce que je voulais dire d'important? Si, quelque chose d'important, c'est les choses qui nous lient tous les 4 avec Amandine, Sam et Anne. Anne, elle en parlait un petit peu, mais c'est une rencontre assez incroyable dont je vous parlerai tout à l'heure sur une aventure qu'on a vécue cet été avec Sébastien Henry, qui, je crois, je l'ai vu, était connecté tout à l'heure, qui s'appelait Trail and Sail. Donc, je vous en dirai un peu plus tout à l'heure, mais ça a été un petit coup de cœur entre nous tous. Et Sam, pour le coup, ça fait… je crois que je l'ai rencontré, je devais avoir 15 ans.
Et c'était une star du laser, puisque comme vous l'avez vu sur la slide précédente, il était champion d'Europe. Et moi, je venais de rentrer en sport-études et je pesais 55 kilos tout mouillé. Et voilà, c'est l'histoire. Il en a marre de me l'entendre raconter, ça, mais c'est l'histoire que je raconte. C'est que c'est lui qui m'aidait à gréer ma voile, parce que j'avais même pas assez de force pour gréer ma voile de laser. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et puis ensuite, on a suivi des chemins différents, mais on s'est jamais perdu de vue. Et puis là, on s'est recroisés à la fois par rapport au One Fly et puis aujourd'hui par rapport à des sujets plus de nutrition. Et donc, c'est toujours chouette de travailler avec lui. Et comme le disait Anne en préambule, on a quelque chose qui nous anime tous, des valeurs, des manières de voir la vie et qui font que quand on se retrouve, on s'éclate. Et donc, on s'est dit qu'on allait organiser ce petit webinaire pour discuter de nutrition. Voilà. Amandine, peut-être que... Je crois que j'ai coupé le micro de Christopher sans faire exprès. Pardon, c'était pas du tout volontaire. Voilà, forcément, on va croire que c'est d'un fait exprès, hein, mais non, ça ne l'est pas. Voilà, donc merci à tous les trois pour ces présentations. Le thème du jour, comme on vous l'a dit, donc c'est la nutrition. Bien évidemment, vous vous doutez bien qu'en l'espace de 1 heure de webinaire, on va pas vous faire un cours sur la diététique, la nutrition et tout ce qu'il faut savoir par rapport à l'effort sportif en nutrition. En revanche, l'idée, c'est de vous donner des bribes, pour vous donner le goût de creuser ce sujet-là, vous donner des conseils aussi prêts à l'emploi en mode boîte à outils qui seront opérationnels immédiatement. Et de vous partager, comme l'ont dit nos 3 intervenants, une expérience et des solutions que nous-mêmes nous avons utilisées dans le cadre des différents projets sportifs que l'on a été amené soit à gérer pour le compte d'autres personnes, soit à vivre nous-mêmes. Donc, je vous propose qu'on démarre tout de suite dans le vif du sujet. Je vous rappelle la petite règle, on garde les micros coupés et les caméras coupées pour favoriser la bande passante des intervenants. Et ensuite, on va laisser donc la parole à Anne pour démarrer. Vous gardez vos questions pour la fin. Anne, je te laisse réactiver ton micro. Merci. Et puis, je vais te mettre en évidence pour que l'on puisse être tout avec toi. Merci Amandine avec la slide. Génial. Donc, en effet, moi, je vais introduire, on va dire, le sujet sur un sujet qui m'interpelle très régulièrement parce que c'est vrai que j'ai passé très rapidement mon passé de sportive et mon présent puisque je pratique encore le sport de façon intensive parce que je suis une passionnée et je pense que je le ferai le plus longtemps possible. Et c'est vrai que tout ce que je vais vous partager, c'est du vécu. Je suis pas diététicienne, pas nutritionniste, pas médecin, donc je n'avancerai pas des notions, comme disait Amandine, très pointues. Ce n'est pas mon rôle ce soir, mais c'est avant tout, et je pense que c'est ce que vous recherchez, parce que la nutrition peut être bien entendu très théorique et ça en devient de la chimie, mais ça en devient aussi notre quotidien de tous. Je pense qu'on mange tous plusieurs fois par jour, et ce qui nous incombe, c'est d'avoir des solutions et des réponses au quotidien face à nos attentes. Alors, en tant que sportif, on est, comme disaient Christopher et Sam, on est avant tout des hommes et des femmes. Je pense que vous avez une vie personnelle, de famille, un travail, et votre sport, bien entendu, c'est la cerise sur le gâteau. Parfois, ça prend beaucoup de place dans la vie. Je pense que je peux en parler en connaissance de cause. Et on est face à des problématiques. C'est vrai que pendant l'hiver, moi, je vais vous parler de ma pratique aussi concrètement parce que j'en suis venue comme vous, il y a quelques années, j'avais des problématiques, donc j'ai cherché des solutions. Et j'ai passé un moment de ma vie où j'étais prof, je m'entraînais 3 fois par jour parce que j'ai fait du triathlon longue distance. Et donc, je m'entraînais au moment des repas. Et donc, à un moment donné, c'était soit je mange, soit je m'entraîne. Et je suis passée par des phases où j'ai été fatiguée, carencée, puis blessée. Et de tout ça, on s'en relève parce qu'on le veut. Et donc, on ouvre les oreilles, on se renseigne. Alors, peut-être que certains d'entre vous se reconnaîtront, mais j'attire l'attention sur le fait que la nutrition du sportif, c'est pas que le jour J, c'est pas que 2 jours avant la course, c'est pas que pendant la course. Ça se prépare au quotidien. Je pense que vous allez me le valider.
parce qu'on mange pas que quand on fait du sport, on mange aussi avant. Et c'est souvent quelque chose qu'on occulte. Et pourtant, c'est là que tout se joue. Tout ce que je vous dis, je l'ai pensé peut-être comme certains d'entre vous. Et des fois, on se dit, je peux me permettre quelques écarts. Bien sûr, il faut vivre, on est des hommes et des femmes. Il s'agit surtout pas d'amener ça de façon drastique, mais avec beaucoup de plaisir. Mais il faut aussi se dire que si j'amène ce dont mon corps a besoin juste 2 jours avant la course ou 2 jours avant la transat, les cartes sont jouées, les dés sont lancés. Je suis désolée d'être transparente, mais c'est la réalité. Donc, en fait, on va vraiment, je pense, ouvrir les yeux sur la préparation au quotidien parce que je pense qu'avant vos courses, vous vous préparez, vous vous préparez même sur terre, il y a de la préparation physique. On se connaît pas, je connais pas vos niveaux de pratique, etc. Mais je pense que vous avez un minimum de préparation physique et puis bien sûr après de la préparation spécifique. Et justement, se dire que l'alimentation est un sujet, on en parle beaucoup, très souvent, ça remonte même à notre père de la médecine, à Hippocrate, qui disait que l'alimentation soit ta première médecine. Ça veut dire que l'alimentation, oui, c'est fait pour nous remplir, nous amener de l'énergie, mais avant tout pour rester en bonne santé. Et ça, c'est vraiment ça qui est hyper important, parce qu'en fait, la définition de manger équilibré, je ne sais pas si vous êtes posé la question, moi, je pensais manger équilibré. Tout comme Sam, je suis née dans une famille où on m'a transmis une éducation alimentaire. Je suis petite fille d'agriculteur, donc je ramassais les légumes sur les plants. Mais j'ai vu cette évolution. Voilà, j'ai perdu mes grands-parents, je suis rentrée dans un rythme de vie qui fait qu'on peut plus aller faire nos marchés tous les jours, on peut plus aller faire nos courses tous les jours. Et donc, on est tiré un petit peu, on va dire, écartelé entre nos problématiques actuelles. Je vais pas refaire les infos de 20 heures, mais on a perdu en qualité nutritionnelle de base de nos apports journaliers. On a beaucoup moins de vitamines, on a beaucoup moins de minéraux. On a aussi malheureusement augmentation de la population sur la planète. Il faut nourrir des milliards de bouches. Donc il y a l'agriculture et l'élevage intensif qui ont fait que clairement nos matières premières ont perdu en qualité nutritionnelle. Et deuxième axe, c'est aussi que on a des rythmes de vie un peu au 21e siècle, les femmes travaillent, on est dans une société de loisirs. Et donc tout ça, pour revenir sur nos pattes, il va falloir trouver des solutions. Parce que manger, ça doit rester un plaisir. Parce que manger, ça doit nous amener ce dont notre corps a besoin. Mais aussi, c'est avoir ce dont j'ai besoin, au moment où j'ai faim. Voilà, parce qu'il y a la théorie puis il y a la pratique. Et si on est sur l'autoroute et on crève la dalle, on va s'arrêter dans une station-service à acheter un sandwich en triangle. Voilà, parce qu'on a faim à ce moment-là. Et tout ça, ça va être vraiment pouvoir. Moi, en tout cas, j'ai cherché des solutions pour pouvoir m'entraîner entre midi et 2 sans sauter mon repas et en m'amenant ce dont mon corps a besoin. Et le soir, pareil. Des fois, on est tous, je pense, concernés. Ça vous parle. On est fatigué le soir. Il faut préparer à manger. On va pas manger des pâtes tous les soirs, on va pas manger des plats congelés tous les soirs. Donc, il faut trouver des solutions. Et vraiment, je vous attire l'attention, ça va être ma première partie d'intervention, que les apports au quotidien, manger équilibré, c'est pas seulement manger varié. C'est déjà pas mal de savoir constituer une assiette avec des protéines, des légumes, des féculents, plus ou moins après selon nos pratiques et selon nos profils. Mais c'est surtout amener toutes les vitamines et tous les minéraux dont le corps a besoin. Et ça devient très problématique aujourd'hui, de nos jours, au XXIe siècle. Et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, la médecine, les scientifiques prouvent par A plus B que la complémentation est nécessaire de nos jours. Voilà. Donc après, il y a plein de façons d'amener la complémentation. On abordera ce sujet derrière. Mais voilà, sincèrement, il faut faire attention à ce qu'on mange au quotidien, manger local, manger de saison, éviter les produits transformés industriels, ça c'est clair. Et après, il va falloir être acteur, c'est en tout cas ce que je vous conseille, de votre assiette, c'est-à-dire savoir ce que vous mettez dans votre assiette sans oublier le plaisir. Et s'enlever de la tête que bien manger, que la nutrition, c'est se priver et c'est faire un régime. Ça vraiment, c'est oublier ça. On peut manger très bien et se faire plaisir et faire du bien à nos papilles, à nos cellules, à notre famille pour partager. Voilà. C'est aussi ça va pas nous tuer de manger un sandwich comme ça, mais ça veut pas dire en manger tous les midis. Voilà. Donc c'est savoir trouver cet équilibre, cette composition. Moi, je voulais ouvrir le sujet là-dessus. La préparation avant l'effort, ça va être bien entendu propre à chacun. D'où cette période antérieure où il faut apprendre à se connaître, ce qui est bon pour moi, ce que je digère bien, ce que j'assimile bien.
il faut voilà, affûter les couteaux. Il y a des gens qui sont plutôt intolérants à certaines choses que d'autres, qui apprécient certaines choses que d'autres, mais il va falloir amener tout ce dont notre corps a besoin. Et clairement, la préparation avant l'effort, ça va être spécifiquement avant, pendant votre préparation physique, mais aussi pour partir, par exemple, en transat avec vos niveaux optimaux, quoi. Il n'y a pas, on va dire, il faut déjà pas être carencé, d'où cette importance d'alimentation. Et puis, bien sûr, le côté digeste. Moi, j'ai beaucoup subi ça. J'en paye les pots cassés maintenant parce que dans des sports avec des chocs à répétition, les intestins, c'est comme voilà, l'alimentation, si elle n'est pas digérée avant l'effort, ça fait un balai-brosse. Hein. Le corps, soit il digère, soit il amène le sang à nos muscles et à notre cerveau. Donc, il vaut mieux faire les choses dans l'ordre et pas tout faire en même temps. Voilà. Donc, bien sûr que le temps de digestion est important. Certains, ça va être 3 heures, d'autres, ça va être 2 heures et ça va dépendre aussi de votre pratique. Tout ça, ça se teste en amont. Voilà. La récupération, je vais aller très vite parce que c'est toujours pareil. Quand vous avez défini quelque chose qui vous correspond, la récupération, ça va vraiment commencer par l'hydratation. On a parlé alimentation, désolé, on n'a pas parlé encore hydratation. Pourtant, c'est prioritaire, hein, primordial par rapport à l'alimentation. Il faut déjà remettre à niveau l'hydratation. Sur la terre, sur la mer, en plus sur mer, voilà, on peut être exposé au soleil, etc., avec la réverbération du bateau, le vent, tout ça. On s'en rend pas compte et on se déshydrate énormément. Je pense que les spécialistes de la voile appuieront là-dessus. Et boire de l'eau de source, de l'eau plate, c'est pas ça qui va nous réhydrater. Une eau, il faut qu'elle soit chargée en minéraux, voilà, pour qu'elle soit, on va dire, qu'elle puisse réhydrater le corps. Voilà. Et ça, il va falloir déjà apporter de la réhydratation avec un peu de glucides tout de suite dans la première demi-heure qui s'appelle la fenêtre métabolique. Passer après sur un repas souvent voilà, léger. Quand on est fatigué, sûrement qu'on rentre du transat, on ne peut pas se jeter sur un gros repas. Voilà. Et après, réapprendre en gros le corps à supporter quelque chose parce que la digestion, ça fatigue. Hein. Et puis après, vraiment apporter, nous, on a une solution, on vous la partagera, où il y a tout dedans, qui est semi-liquide, qui est équilibré, parce que le corps, il a besoin pendant 1h30 après l'effort. C'est là que les cellules sont comme des Pac-Man et attendent vraiment ce dont il a besoin en protéines, en glucides, en lipides, en vitamines et en minéraux. Voilà, je terminerai sur ça parce que je crois qu'on a 7 minutes chrono, je ne sais pas du tout où j'en suis. Je coupe mon micro, je te laisse la parole, Amandine. Je continue, sinon, si Amandine n'est pas là, peut-être. Non? Bon. Ah, elle galère avec le PowerPoint. Je laisse la parole, je crois, à Samuel. Voilà, c'est ça. Yes. Pardon, je suis de retour avec vous. Désolée pour le petit interlude. Je vous laisse les intervenants, vous passez la parole entre vous. Et du coup, je vais repartager le support immédiatement. Et Sam, je te laisse poursuivre la présentation. Merci Amandine. Impec. Bon, alors moi, je vais intervenir un petit peu plus dans le vif du sujet pour le sujet des voileux aujourd'hui. Et en fait, on va parler de l'effort intensif, d'accord? Parce qu'en fait, quand on pense course au large, on pense un petit peu les longs bords. Et en effet, il y a des moments où on a la possibilité d'être, on va dire, en mode croisière. Mais il y a quand même des moments qui s'apparentent à l'effort vraiment intensif. Vous avez à l'écran, là, vous avez donc une super belle photo de Christopher en one fly. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais voilà, j'ai fait partie du team, on va dire, développeur de ce bateau, un petit bateau français à foil qui est vraiment sympa. Et du coup, moi, j'ai découvert, malgré que je sois issu du monde du laser et du dériveur, j'ai découvert encore une cadence supérieure dans la manière de naviguer, parce que ces petits bateaux ne laissent pas du tout place à l'erreur ni à
ni à l'hésitation. Et du coup, voilà, j'ai envie de dire qu'on va parler d'efforts intensifs et on va le comparer au moment en course au large où vous êtes en train de faire des manœuvres. Parce que évidemment, il y a les grands bords, mais il y a aussi les manœuvres. Et une manœuvre sur un gros bateau, ça peut prendre, j'imagine, jusqu'à 20, 30, 40 minutes selon la taille du bateau, surtout quand on est en solo ou en duo. Et une manche de one fly, ça dure 20 minutes. Une manche de laser, ça en dure 40 à peu près. Donc voilà, on va pouvoir comparer un petit peu ça. Ce qui est important de vraiment savoir, je pense que le message ce soir qui est vraiment important à imprimer pour ceux qui sont pas forcément convaincus, c'est que l'alimentation a un vrai rapport avec votre niveau d'énergie et votre manière de gérer l'énergie. Et je pense qu'on parle souvent de sommeil, on parle souvent de choses très importantes pour être en forme, mais l'alimentation, elle joue vraiment son rôle. Donc du coup, on va parler vite fait des besoins. En fait, qu'est-ce qu'on demande au corps quand on fait un effort intensif, quand on fait vraiment quelque chose de speed? On va demander évidemment des efforts aux muscles, au cœur, puisqu'on va lancer un petit peu la machine cardiaque, d'accord? Et un truc qu'on a tendance à oublier, c'est le cerveau. Donc, il faut qu'on garde la lucidité, il faut qu'on garde de la réactivité, des réflexes, et puis la possibilité, on va dire, de prendre des décisions rapides. Donc, ça, c'est hyper important. Et tout ça, ça bouffe beaucoup d'énergie, d'accord? Donc, évidemment, il faut avoir des réserves. Et puis, si on n'en a pas assez, évidemment, il faut pouvoir s'alimenter de manière adéquate. Parce qu'en fait, si on ne s'alimente pas de manière adéquate, qu'est-ce que ça fait? Les conséquences, elles sont simples. Vous les connaissez, je pense, tous. C'est de la fatigue. C'est, on va dire, très basiquement, ça peut être des crampes, ça peut être des courbatures sur l'après-sport, jusqu'à la blessure, comme disait un petit peu Anne tout à l'heure. Évidemment, le cerveau marche moins bien. Donc, en voile, je ne vais pas vous faire un cours de voile, mais quand on a une petite seconde de retard sur une manœuvre, on peut vite morfler. Sur ce petit bateau qui a à l'écran encore plus, la seconde, elle est longue. Et puis aussi dans les décisions tactiques, etc. Voilà, on a vraiment besoin d'être lucide et clair. Donc, mauvaise bouffe égale tout ça qui ne fonctionne pas très bien. Du coup, qu'est-ce qu'il faut manger? Dans l'absolu, il faut essayer de manger quelque chose qui va nous apporter le maximum d'ingrédients, le maximum de nutriments, de sucre, de graisse, mais les bonnes graisses. Voilà, tout ce dont on a réellement besoin pour faire marcher la machine. Et puis, encore une fois, comme le disait Anne, il va falloir pouvoir le digérer. Donc, quand on est sur l'eau, on a cette problématique d'être sur l'eau, on a cette problématique de l'eau, du transport de la bouffe, etc., du froid aussi. Et du coup, il va falloir trouver des solutions pour pouvoir s'alimenter correctement et arrêter le truc que beaucoup de monde fait et va faire pendant un moment tant qu'on n'a pas vraiment conscience du truc, mais manger le sandwich, les bars hyper sucrés ou des choses qui ne sont pas forcément adaptées à de l'effort intense, on en paye les pots cassés après, parce qu'on sent vite que la machine, elle ne répond plus. Moi, je ne sais pas si ça m'a toujours un peu fasciné, en fait, de voir le nombre de personnes qui mettent, on va dire, vraiment un effort intense à mettre le bon carburant, les bonnes huiles et les bons produits dans sa bagnole, mais pour son corps, il n'y a plus grand-chose derrière. Donc, voilà, c'est important de faire ça. Du coup, moi, j'aimerais attirer votre attention un petit peu sur ce qu'il faut éviter de manger. Je viens juste de parler de sandwich. Je vais vous avancer aussi l'histoire des des bars de céréales un petit peu du grand public, des bars très sucrés. Et pourquoi il faut éviter de manger des trucs trop sucrés à des moments justement intenses comme ça. En fait, je ne vais pas rentrer dans du détail très technique, mais je vais vous faire un tout petit schéma, on va dire, assez simple. Vous connaissez tous le pancréas dans notre corps. Le pancréas, il a un rôle hyper important, c'est qu'il gère le taux de sucre dans le sang, d'accord? Donc, pour vraiment comprendre pourquoi il ne faut pas bouffer des trucs trop sucrés en effort, c'est simple à comprendre, c'est que quand on va manger quelque chose de très sucré ou boire quelque chose de très sucré, le pancréas, il a une espèce d'alerte générale, il y a trop de sucre dans le sang, vite, il faut l'évacuer, on va le balancer donc dans les muscles,
d'accord? Et puis, on va d'un seul coup, en fait, comme le pancréas, il ne sait pas trop quand ça va s'arrêter, cet apport de sucre, eh ben, il va en mettre et il va en balancer beaucoup trop à l'extérieur, d'accord? Donc, dans les muscles et ailleurs. Et puis, du coup, à un moment donné, eh ben, on va arriver à un taux de sucre dans le sang qui est super faible, puisque le pancréas, il n'aura pas suggéré l'arrêt du truc. Et du coup, ben, on va se retrouver avec un coup de barre. Vous connaissez tous ce truc-là. Quand on prend quelque chose de trop sucré, ben voilà, vous avez un coup de barre dans les 2 heures qui suivent. Et puis vous arrivez avec ben voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, des jambes qui tremblent, des crampes ou ce genre de trucs. Voilà, tout ça, c'est un tout, hein, parce qu'évidemment, on parlait voilà, d'hydratation et tout ça. Mais voilà, ça, c'est bien important de comprendre comment ça fonctionne un petit peu pour savoir que c'est pas juste bon d'écouter et de se dire, ah ben ouais, on nous a toujours dit qu'il fallait pas bouffer trop sucré, mais on sait pas trop pourquoi. Voilà. En fait, si vous voulez, on va donner une info qui est tellement urgente et pas bonne au corps que du coup, lui, il va réagir en mode urgence et derrière, nous, on fait quand même tous des efforts qui sont un peu longs, même si c'est de l'intensif, 20 minutes, c'est long et il faut pouvoir tenir, ou 30 minutes, il faut pouvoir tenir. Donc, ça, c'est côté sucre. Voilà, le côté sucre, ben, c'est bien d'avoir des sucres rapides, mais il faut les manger de qualité et il faut les manger de manière à ce que le corps il assimile les choses dans le bon sens. Les graisses, les nutriments, évidemment qu'on a besoin de graisse, évidemment qu'on a besoin de nutriments, mais le sandwich avec du pain beurre jambon, à la limite, vous dégagez le pain et le beurre et vous mangez que le jambon, ce sera meilleur parce que évidemment la farine blanche c'est assimilé à du sucre rapide, le beurre c'est assimilé à des graisses qui sont pourries et du coup, vu qu'on parlait de digestion, on est sur l'eau et puis moi je fais vraiment ma comparaison avec les régates entre 2 manches, mais on va faire pareil pour le gros, c'est entre deux manœuvres et on n'a pas beaucoup de temps et ce qu'il faut éviter c'est d'avoir quelque chose de trop lourd dans le ventre, dans l'estomac. Trop lourd à digérer. Donc, on a vraiment besoin de quelque chose ben voilà, qui va se digérer facilement. Qui dit digestion facile, dit on recharge et puis on envoie tout ce qu'il faut au corps de manière assez rapide. D'accord ? Ça s'appelle la vidange gastrique, en fait. Hein. La vidange gastrique, si elle est rapide, si elle est saine, eh ben, ça va nous permettre d'éviter d'avoir des reflux. Parce que quand on a le bide trop plein, ben, on a des reflux gastriques et du coup, aller faire du rappel pendant même 20 minutes, aller faire du rappel ou wincher à fond la caisse alors que vous avez le bide bien plein, c'est compliqué. Vous avez certainement tous vécu l'expérience. Voilà, donc la digestion, c'est primordial. Donc la manière d'alimenter son corps et la manière de le digérer, c'est hyper important. Et du coup, dernier point qui est, à mon avis, comme le disait Anne, primordial, c'est l'hydratation. Tout ça, ça fait suer. Tout ça, ça demande beaucoup d'énergie en termes d'aliments, mais beaucoup aussi d'eau. Hein. Vous savez tous que le corps, il est fait de 70% d'eau, et du coup, on en dépense un maximum. Donc, le cerveau marche moins bien, le corps marche moins bien, évidemment. Et l'eau, comme le disait Anne, elle peut aussi être source, et elle doit être source de recharge nutritionnelle, on va dire, via les minéraux, via les sucres également, mais les bons sucres. Voilà, ça va vous permettre là. Donc voilà, on est sur un tableau assez général, mais c'est bien d'avoir vraiment conscience que si vous êtes en train j'imagine, de préparer pour certains des transats, etc., évidemment qu'il y a des moments bien spécifiques où vous allez pouvoir vous reposer ou vous nourrir de manière un peu plus normale, mais les moments intenses, il faut que le corps il soit prêt. Et quand on a besoin de le nourrir pendant de l'intensité, il faut le faire intelligemment. Voilà. Dernier petit point, mais ce n'est pas forcément le sujet du soir. Vous avez en plus, dans la course au large, besoin de gérer votre sommeil. Et c'est prouvé et reprouvé. Moi, c'est comme Anne. Hein. Je ne suis pas nutritionniste ni tout bim, hein, mais on va dire que je me suis suffisamment penché pour connaître un petit peu les grandes lignes. Et l'alimentation et le sommeil, c'est hyper important. Donc, il y a vraiment intérêt à se pencher sur les solutions qui existent, ou en tout cas à mettre de l'effort dans ce que vous allez mettre dans votre corps, hein, le carburant que vous allez mettre pour et l'effort, et le sommeil, et la récup, etc. Voilà, moi j'en ai un petit peu terminé aussi avec mon envie de vous partager tout ça. Et puis, je vais faire place aux
au grand maître de la course au large ce soir, Christopher, qui va nous raconter un peu plus en détail justement le vif du sujet. Ouais, vous m'entendez? Allez. Bon, bah, du coup, déjà, merci Anne et Sam parce que vous avez amené du contenu de qualité, même si on sent qu'on voilà, on n'a que quelques minutes, donc on ne fait qu'effleurer le sujet et qu'effectivement, le potentiel du sujet, il est immense. On ne peut pas le traiter en quelques minutes comme ça, mais c'était déjà super sympa de vous entendre et de comprendre un peu mieux les tenants, les aboutissants. Moi, pour être tout à fait honnête, c'est un sujet sur lequel j'ai assez peu travaillé en 15 ans de course au large, paradoxalement. J'ai travaillé avec des nutritionnistes pour faire des avitaillements. J'ai petit à petit trouvé les choses qui me convenaient, celles qui ne me convenaient pas. Tâtonner aussi, ça me parlait de sommeil sur qu'est-ce qui fait que tu dors plus, enfin, en tout cas, qu'est-ce qui fait que tu as plus ou moins envie de dormir selon les différents moments et selon surtout ce que tu manges. Ça me parlait de sucre. Voilà, moi j'ai un petit rituel qui est d'amener le sucre, que ce soit en petits carreaux de chocolat ou en pomme-pote ou des choses comme ça. J'amène toujours le sucre juste avant de dormir, mais pas pendant une phase où je dois être réveillé. Donc ça, c'est quelque chose qui est important d'avoir, et je sais pas si je l'ai su, mais c'est plutôt quelque chose que j'ai expérimenté au final. Donc voilà, donc pour vous dire la manière dont moi je construis mes avitaillements en course au large, effectivement, il y a des apports nutritionnels qui sont importants. Moi, je les ai toujours construits surtout en me concentrant sur le fait que de la course au large, c'est quelque chose qui est long. En tout cas, quand on part pas sur des solitaires du Figaro, mais sur des transatlantiques ou des avitaillements de Vendée Globe, on en parlera tout à l'heure. C'est quelque chose qui est long et c'est quelque chose qui est avant tout un défi mental, parce que la course au large, c'est avant tout un sport stratégique, ça m'en parlait un peu, mais c'est surtout un sport dans lequel on gagne parce qu'on est fort mentalement. Et donc, il faut arriver à trouver dans cet environnement qui est hyper hostile, dans ce dépassement de soi sur la privation de sommeil, sur les conditions dans lesquelles on vit, avec des bateaux en plus qui sont de plus en plus durs. Il faut arriver à recréer, en tout cas moi c'est ce que j'essaye de faire, des points de repère et des petits points de plaisir. Alors même si moi je suis pas un dingue de nourriture à terre, j'essaye de construire mon avitaillement et surtout de construire mes journées de manière assez similaire à ce que je vis à terre, c'est-à-dire avec un petit déjeuner, un déjeuner et un dîner, et quelques snackings pendant l'écart. Et donc, dès que la course, on va dire, prend une tournure à peu près normale, en général, c'est au bout de 2-3 jours, je vais vous expliquer pourquoi après, j'essaye de rentrer vraiment dans ce rythme-là avec des repas classiques. Ça permet de rythmer la journée, ça permet quand on navigue en double aussi de partager un moment privilégié. Ça peut être un petit apéritif, ça peut être une partie du repas, ça peut être préparer le repas pour son coéquipier. Voilà, c'est pour moi le lien entre finalement la nutrition et la partie mentale qui fait qu'il y a du plaisir, qui fait qu'on a des repères et que du coup on est dans un état psychologique performant. Donc ça, je pense que c'est quelque chose que finalement j'ai construit avec l'expérience au fil du temps, mais que j'ai jamais vraiment appuyé sur ce dont on vient de parler avec Anne et Sam,
Et c'est pour ça que ça m'a donné envie qu'on fasse ce webinaire, parce que finalement, c'est des choses sur lesquelles je commence à travailler depuis quelques temps seulement. Et je pense que c'est vraiment une source de performance que j'ai un petit peu négligée pendant toutes ces années, en tout cas sur la partie physiologique pure et sur l'apport de la nutrition pour la performance du corps. Moi, je me suis concentré sur finalement construire un cadre nutritif qui soit bon psychologiquement pour moi, mais j'ai eu du mal à me concentrer sur cette partie-là, plus besoins spécifiques et apport nutritif qu'il fallait avoir en course au large. Un élément que je voulais aborder avant de vous parler des deux exemples, qui n'est pas forcément listé sur la slide, mais je ne sais pas s'il y a peut-être eu déjà des questions là-dessus, c'est le mal de mer. Parce que ça, c'est un vrai sujet en course au large, c'est-à-dire qu'il y a la manière dont on veut s'alimenter, la manière dont on s'est préparé à s'alimenter et la manière dont on va vraiment pouvoir s'alimenter. J'ai vu que dans le chat, il y avait déjà des questions sur oui, on n'arrive pas vraiment à cuisiner. Donc, effectivement, cette difficulté à préparer quelque chose à manger et ou cette difficulté à finalement juste manger parce qu'on est malade. Donc moi, j'en parle vraiment de connaissance. Je suis assez sensible au mal de mer. Ça peut paraître étonnant, mais voilà, c'est une réalité. Donc souvent, je suis malade sur mes débuts de course, les débuts de transat, en tout cas quand ils sont tempétueux, hein, quand on a des grosses tempêtes au large du golfe de Gascogne avec 5-6 mètres de creux pendant 2-3 jours. Mais moi, ça m'est arrivé sur des transats et des transats sur lesquels on a bien perfait pour autant, de passer mais quasiment 48 heures à rien manger et à vomir. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'il faut arriver à contrer. Donc petit à petit, avec l'expérience, j'ai réussi à être moins sujet au mal de mer, à continuer à m'alimenter, à continuer à boire, même par petites doses, à prendre certains médicaments parce que j'ai à peu près tout testé pour arriver à continuer d'être opérationnel. Il n'empêche que c'est un sujet et que c'est un sujet sur lequel effectivement des apports nutritionnels plus compacts, qu'ils soient liquides ou solides, dont on a déjà, enfin, c'est des choses sur lesquelles on a travaillé avec Anne, notamment pour le Vendée, peuvent répondre à cette problématique qui est soit finalement de mal de mer, donc d'impossibilité de manger physiologique, enfin en tout cas de difficulté à manger physiologique, ou de complexité pour faire quelque chose à manger. Donc voilà, donc ça c'est des choses qui sont importantes et dont on pourra peut-être échanger après dans les questions. Et pour terminer, j'aimerais vous parler de deux petits exemples sur lesquels on a travaillé avec Anne. Je vous disais qu'on s'est rencontrés il y a quelques temps seulement, quand on préparait avec Sébastien Henry, qui est un spécialiste du trail, qui a fait des choses comme l'UTMB, la Diagonale des Fous, avec des super classements d'ailleurs. Et on s'est rencontrés il y a quelques mois parce que Sébastien voulait faire de la course au large et participer à des courses comme la Transquadra ou d'autres types de courses comme ça. Et en fait, en discutant, on s'est lancé un défi un petit peu couillon, qui était d'enchaîner la traversée de Marseille à Calvi avec le GR20. Et en fait, quand on a commencé à préparer ça, Seb nous a présenté Anne, et Anne s'est proposé de venir nous aider pour l'assistance, la logistique, mais aussi de nous apporter toute la partie nutrition sur l'ensemble de ce défi, donc qui était un défi qui était sur 80 heures, donc 80 heures d'ultra-endurance. Et j'avoue que moi, c'est la première fois que je me suis vraiment laissé porter complètement au niveau nutrition par un expert. Et du coup, en fait, j'ai juste mangé ce qu'elle me disait de manger quand elle me disait de le manger, et bu ce qu'elle me disait de boire, avec quelques petits ajustements. Je reviens sur un truc qu'elle a dit hyper important, c'est que l'eau, ça suffit pas pour hydrater. Donc ça, c'est des choses que j'ai pu ressentir, que j'avais déjà un peu ressenti en course au large, mais que j'ai pu ressentir aussi en ultra trail, notamment sur le GR20 cet été, que finalement, l'importance d'avoir des eaux chargées en sels minéraux. Et donc, ça, c'est des ajustements qu'on a fait au cours de cet événement Trail and Sail et qui m'ont vachement aidé.
Et puis après, sur de l'alimentation, voilà, là, on était sur de l'alimentation vraiment typique de l'ultra-endurance, c'est-à-dire des solutions liquides et des barres de céréales, donc qui sont des choses que moi, j'avais pas l'habitude. En tout cas, on commençait à utiliser des barres spécifiques en course au large, mais les solutions liquides, c'est pas des trucs vers lesquels j'avais l'habitude d'aller. Et c'est vraiment clairement quelque chose sur lequel je vais aller demain. Et d'ailleurs, ben voilà, quand on a fait l'avitaillement du Vendée Globe 2020, puisque moi j'étais skipper remplaçant de Jérémy Bayou sur Charal, donc on a fait un avitaillement spécifique pour moi puisque je mange pas la même chose que Jérémy. Donc j'ai construit tout mon avitaillement avec le team, mais j'ai aussi sollicité Anne pour, en rapport avec la liste de cet avitaillement, venir compléter en barre de céréales, en solution liquide et en complément alimentaire, en boisson d'effort, en boisson de récupération, l'ensemble de l'avitaillement. Et donc là, ça m'a permis pour la première fois d'avoir vraiment quelque chose qui soit beaucoup plus complet et qui finalement mettent en lien l'expérience que j'ai moi de la course au large, de la manière dont je me suis toujours alimenté en course au large, et en même temps la nécessité de prendre en compte cet aspect physiologique, d'autant plus sur une épreuve de très longue durée, parce que quand on fait une solitaire du Figaro sur 3-4 jours, ou même une transat qui dure 15 jours, on peut se permettre de créer des carences importantes, d'arriver sur les rotules, sur un Vendée Globe qui va durer 80 jours. Si on fait ça, on va clairement au casse-pipe. Donc, du coup, ça a été ma démarche sur cet avitaillement. Et c'est quelque chose que je vais continuer de faire pour les prochaines courses, que ce soit en double ou en solitaire, pour avoir quelque chose qui soit vraiment complet et performant en termes de nutrition. Donc voilà, j'en ai à peu près fini, je crois. Après, je pense que le mieux, c'est qu'on réponde aux questions, parce que j'ai vu qu'il y en avait pas mal. Voilà, je suis de retour. Effectivement, on va pouvoir prendre les questions au fur et à mesure. Donc, donc, vous allez pouvoir continuer à poser vos questions. Merci d'abord à nos 3 intervenants pour ces présentations qui, effectivement, sont très enrichissantes et ouvrent la porte à de nombreuses discussions, puisque vous nous avez donné simplement un petit aperçu de tout ce que vous savez sur le sujet, et c'est passionnant. Donc, je vous propose de répondre à la première question. Donc, on a une première question qui est autour de la préparation de la Translem, qui est une solitaire sur le lac Léman, pour ceux qui ne connaissent pas, qui se fait sur un peu plus de 24 heures. Et donc, quels seraient vos conseils nutrition pour un parcours en solitaire de 24 heures sur le lac Léman? Qui est-ce qui prend la réponse? Vas-y, Anne. Allez, je me lance. Comme j'ai commencé tout à l'heure, donc on va partir sur un process, comme je disais tout à l'heure, vraiment tout ce qu'on décide de prendre lors de la course, il va falloir le tester avant, comme disait Christopher, voilà. Et c'est vraiment une démarche que je vous invite à avoir, c'est-à-dire même si c'est un sujet comme Christopher apparemment ça a été, de vraiment le mettre dans votre bagage de préparation, comme on se prépare physiquement, mentalement, il va falloir aussi se préparer au niveau alimentaire, parce que ça peut tout faire capoter et c'est dommage toutes les autres préparations. Donc ça, il va falloir tout tester en amont, ça c'est clair. Nous, ce qu'on aborde depuis tout à l'heure, c'est de travailler sur du déshydraté. Le déshydraté, c'est une très ancienne forme de stockage de l'alimentation, parce qu'il y a 2 modes de conservation de l'alimentation, très simplement, ce qui sont la congélation et la déshydratation. Tous les autres modèles, il va y avoir des conservateurs. Donc, on est quand même tous les 4 aussi dans l'axe de rester en bonne santé. Oui, le sport, mais pas à n'importe quel coup. Donc, vous savez qu'on va essayer de rester dans le manger sain, tant qu'à faire, et au-delà de la performance. Et donc, le déshydraté permet ça. Donc, on utilise plein de solutions dans nos quotidiens, du déshydraté déjà. Mais c'est vrai que parfois, même faire de la semoule de couscous, je ne sais pas, qui est un produit déshydraté, des fois, ça peut être compliqué, ou on n'a pas le temps, ou on n'a pas anticipé, etc. Donc, nous, ce qu'on va pouvoir proposer, moi, je suis vraiment
complètement d'accord avec Christopher de garder des rythmes de repas parce qu'on est des hommes et des femmes, des humains, on a besoin d'un rythme. Et sinon, au bout d'un moment, ça devient du tout et du n'importe quoi. Et ça devient, je mange quand j'ai faim. Et puis après, ça devient, est-ce que j'ai vraiment faim ou envie de manger? Voilà, est-ce que j'ai mangé trop de sucre et donc j'ai envie encore d'en manger alors que j'en ai plus besoin? Donc, pour être très simple, vraiment, j'appuie Christopher de garder sur des rythmes de repas. Vraiment de pas appuyer sur le sucre. On mange trop de sucre aujourd'hui. Le sucre, c'est ce qui est, c'est notre drogue de siècle, d'accord? Donc, si vous allez apporter du sucre, comme disait Samuel, et qu'on n'en a pas besoin, appuyez sur des glucides complexes. Et bien sûr que les sucres rapides, ça va être le côté plaisir. Donc, on peut se faire plaisir avec quelques carrés de chocolat. On n'a pas besoin de manger la tablette. Voilà. Donc, et ça paraît fou. Vous allez me dire, mais quelle relation avec la course? Mais parce que pendant 24 heures, vous allez avoir passé par des envies. Voilà. Et c'est se dire, est-ce que j'ai vraiment faim ou est-ce que j'en ai envie? Et si je mange quelque chose d'équilibré, à des moments rythmés, avec des collations, ça ne veut pas dire que je reste 8 heures sans manger, je vais garder ce rythme et je vais amener quelque chose de cohérent à certains moments. Donc, le petit déjeuner, même tous les jours ou lors de la course, il faut amener des protéines au petit déjeuner parce que ça va vous lisser toute votre journée. Pas envie de grignoter, pas envie de sucrer l'après-midi. Ça, je peux vous dire ce que vous voulez. Je vous invite à faire l'expérience. Même déjà manger des œufs au petit-déj ou du fromage, voilà, comme certains diététiciens le proposent, du jambon, etc. Bien sûr qu'on va pas se taper un brunch sur le bateau. Je suis bien d'accord. Donc justement, on vous parlera nous de solutions françaises qui sont conçues à base de produits déshydratés et qui amènent des protéines, voilà. Des protéines dont tout le corps a besoin de façon déshydratée. Et c'est ce que disait Christopher. Soit on en fera une solution liquide, soit on peut en faire aussi une solution semi-liquide ou voire en faire un complément de repas sur des pâtes, sur du riz. Quand on a parlé de la composition des repas, il ne s'agit pas de manger que liquide, même pendant 24 heures. Moi, je ne mange pas que liquide pendant 24 heures. Voilà. Donc, on pourra rythmer avec des repas comme ça, complets, déshydratés. Se faire, bien sûr, des pâtes ou du riz ou une salade quand vous avez le temps, mais quand vous n'avez pas le temps, il y a aussi ce type de repas qui peut s'apporter et des barres avec des protéines, avec des glucides et avec des lipides. Voilà. Donc, je te laisse la parole. Oui, Christopher, tu voulais rajouter quelque chose sur ça peut-être? Oui, parce que le format 24 heures, c'est vraiment un format solitaire du Figaro, mais c'est aussi le format que tous les gens qui préparent la Transquadra ont pendant leurs courses de préparation, c'est-à-dire des courses relativement courtes, même à la journée. Et en fait, je vois très souvent chez ces gens-là, et c'est des erreurs que j'ai pu faire aussi, cet oubli de l'alimentation, c'est-à-dire qu'on est à fond dans sa course, on est au taquet, on règle, on manœuvre, machin, et puis il passe 1 heure, il passe 2 heures, il passe 3 heures, il passe 4 heures, et puis en fait, on a oublié de bouffer. Et là, c'est déjà trop tard, quoi. C'est une catastrophe au niveau. Ils vous l'expliqueront mieux que moi, Samoine. Et donc, il faut arriver à maintenir soit ces repas fixes entrecoupés de collations, soit à minima, si les repas fixes n'ont pas lieu, ces collations régulières. Et donc, ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment bien expérimenté cet été avec Anne, où finalement, elle m'a dit, voilà, c'est toutes les heures. Je me rappelle plus. Elle me disait, c'est toutes les heures, c'est une demi-barre ou toutes les demi-heures. Et je suis resté vraiment concentré là-dessus. Et pour moi qui n'avais jamais fait d'ultra-endurance, c'est comme pour certains qui n'ont jamais fait de course au large, et finalement, j'ai eu 0 coup de mou pendant 60 heures de trail, quoi. Alors que c'est un truc que j'avais jamais fait. Donc, simplement parce que j'ai respecté le protocole bêtement. Et donc, je pense qu'en course au large, c'est des fois hyper prenant. Vous avez plein de choses à faire. Et du coup, la bouffe, ça va passer à la trappe. Et c'est vrai que des fois, c'est trop compliqué de bouffer un sandwich, c'est trop compliqué de faire chauffer quelque chose. Et donc, dans ces cas-là, il faut absolument que vous ayez une barre à portée de main facilement dans votre poche de ciré, dans un pochon, quelque chose pour pas rater, pour pas passer 2-3 heures sans manger. Mais justement, Christopher, tu fais le lien avec, je me permets de te compléter cette question-là, puisque tu as commencé à aborder la chose, puisqu'on a une des questions qui dit, lors d'une transat, nous avons constaté qu'il était parfois compliqué de cuisiner des pâtes ou du riz à cause du temps de cuisson, mais aussi du risque occasionné par le fait de faire bouillir de l'eau. Et est-ce que toi, tu as des solutions simples sur le sujet
pour pouvoir répondre à cette problématique. Effectivement, en bateau, on ne fait pas toujours ce qu'on veut, surtout suivant le temps qu'il fait. Oui, bah, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, hein. C'est vrai que des fois, on se retrouve dans des conditions où c'est impossible, voire dangereux de faire à manger. On le vit de plus en plus sur les IMOCA. Ceux qui ont suivi le Vendée Globe, vous avez vu qu'il y a des marins qui ont dit qu'il y a des moments où faire chauffer un café, ça relevait d'un exercice d'équilibriste. Donc, c'est vrai que c'est des choses qu'on vit de plus en plus. Donc là, il y a des solutions techniques, hein, donc des choses comme utiliser des jet boils, utiliser des bouilloires qui soient sécurisés et qui vous permettent de ne pas vous brûler en faisant bouillir de l'eau. Et ensuite, plutôt que de faire cuire des pâtes dans une casserole qui est ouverte, où là, effectivement, c'est très risqué, on fait bouillir de l'eau et on réhydrate un plat lyophilisé. Sur la gamme lyophilisée, hein, maintenant, vous avez un site qui est vraiment vachement bien, qui s'appelle Lyophilisé & Co, qui propose du repas déshydraté avec plein de choses différentes qui viendront en complément de ce que vous aurez en bar ou en repas liquide. Anne et Sam ont aussi plein de choses à proposer qui sont intéressantes, et nous on essaye de faire des mixtes entre ce que disait Anne, hein, du déshydraté et du plat préparé, ou éventuellement de la semoule, du riz, des pâtes, de manière à ce que quand c'est pas possible, on peut switcher soit sur du lyophilisé, soit carrément sur un repas liquide ou des barres de céréales. Donc du coup, avec toutes ces possibilités là, on arrive finalement à faire face à toutes les conditions. Merci pour cette réponse. On a une question peut-être pour Sam. Je fais des raids de 3 ou 4 heures en Formule 18. Quels sont les besoins dans ce cadre-là? C'est une bonne question. Les besoins, on va dire que c'est un petit peu la même chose. Je pense qu'il faut vraiment avoir préparé les choses, surtout quand on fait de la course courte comme ça. Le préparatif, il est hyper important, c'est-à-dire habituer son corps à être prêt le matin. Je parle du petit-déj, par exemple, que ce soit complet, que ce soit intelligemment pris, dans des timings aussi très importants, parce que le timing, comme disait Chris, c'est hyper important. On ne va pas manger hyper lourd 10 minutes avant le départ, et puis il faut quand même avoir de la ressource pour se lancer. Donc, c'est difficile de répondre vraiment noir sur blanc à la question. Maintenant, c'est sûr que on va privilégier sur du 4 heures, on va privilégier des choses très faciles à embarquer sur l'eau. On va éviter, comme je disais tout à l'heure, de prendre 3 sandwichs triangles ou carrés ou en long, comme vous voulez, mais les sandwichs et les trucs lourds. Donc, on va vraiment privilégier la barre qui est complète et qui est intéressante. Pourquoi pas une solution aussi liquide qui va se digérer facilement. Et encore un coup, tout ça, ça va s'articuler autour des conditions météo aussi. Parce qu'un raid de 4 heures où on sait qu'on va avoir 8-10 nœuds, c'est pas la même que quand on prend 30 nœuds dans la tronche. Déjà en termes de praticité, de comment manger, et puis aussi de l'intensité et des besoins. Donc, on va éviter, de toute façon, quoi qu'il arrive dans le sport, là, c'est plutôt de l'intense en principe, hein, un raid kata de 3-4 heures. On va éviter des trucs qui vont nous sabrer, c'est-à-dire l'hyper sucré, et on va éviter les choses qui sont trop lourdes pour pouvoir être actif sur le bateau et vraiment continuer à avoir et les besoins et de la performance et le cerveau en place, et puis sans arriver sur les rotules comme disait Chris tout à l'heure, quoi. Peut-être une question pour Anne. Est-ce qu'on mange différemment pendant les entraînements et qu'est-ce qu'on mange pendant les entraînements? Alors, pendant les entraînements, ça dépend quel est votre type d'entraînement, on va dire. C'est quel type de pratique? C'est sur de la voile pour préparer effectivement de la course au large. Ouais, donc si c'est par exemple sur un week-end où vous partez la journée sur le bateau, on va rester sur quelque chose comme disait Christopher. Il va avoir toujours allié le côté plaisir et le côté préparation. Donc moi, plus la course va être à l'approche, plus il va falloir se refléter et tester en grandeur nature aussi ce que vous allez emporter. Voilà. Clairement, plus on réduit le côté aléatoire, plus on se donne, on met toute notre chance de notre côté. Il va avoir aussi le côté la température, parce que on a
amorcé le sujet, mais quand il fait froid, quand il fait chaud, on n'a pas les mêmes besoins. Donc, il va falloir bien calculer l'hydratation en temps humide, en temps chaud, en temps plus froid, ça aussi. Il va falloir aussi tester la nuit, le jour, parce que les besoins sont différents. Donc, moi, ce que je conseille, c'est de vraiment, pendant les entraînements, partir sur ce que vous avez prévu de prendre le jour de la course. Voilà, pour que ça soit vraiment du test grandeur nature, pour que vous puissiez affûter vraiment ce qui vous convient, ce qui vous convient moins, et vraiment que vous ayez… moi, j'ai bien aimé ton approche tout à l'heure. Je crois que c'est que toi, Amandine, qui disais ta boîte à outils. Parce que, sincèrement, il faut avoir des boîtes à outils et savoir, moi, je pense que la plus belle qualité d'un sportif qui fait la différence, c'est l'adaptation, les capacités d'adaptation. Donc, c'est se dire, OK, ben là, il faut que je mange quelque chose tout de suite maintenant, j'ai ça sous la main. J'ai préparé ma solution liquide, j'ai préparé ma boisson ou j'ai mes pâtes qui sont prêtes ou mon repas lyophilisé. Je peux pas, bim, je zappe sur ça. Il faut que ça soit prêt tout ça. Et il faut aussi bien sûr que ça soit le côté plaisir. Je le mets en avant parce qu'on n'est pas des animaux, quoi. À un moment donné, le mental, il va être aussi entamé. J'aimais beaucoup l'approche de Christopher. Et on sait que voilà, on tient debout, on est animé, il faut que tout circule. Donc il faut nourrir nos cellules, nourrir, comme je dis souvent, nos papilles, nourrir notre cerveau, nourrir nos muscles, voilà. Donc ça va être vraiment, voilà, comme on dit tout à l'heure. Moi je dis l'entraînement, voilà, c'est comme à la course, vraiment. Alors, peut-être une dernière question. On a qui est une double question en fait, puisqu'on a une question sur l'hydratation et effectivement de l'adapter en fonction du climat, mais également de savoir s'il vaut mieux boire chaud ou boire à température ambiante ou boire frais. Donc, est-ce que vous avez des réponses sur ça? Et puis ensuite, je vous poserai la deuxième partie de la question. Ouais, allez, je vais répondre à celle-là. C'est super important comme question et la digestion, on en parlait à plusieurs reprises, la digestion, elle est facilitée avec la température et la salive aussi, d'accord? Et évidemment l'apport nutritif qu'on va mettre dans l'estomac. Un aliment qui va arriver à 37 degrés, il va se digérer beaucoup plus facilement qu'un aliment qui va arriver glacé, parce que le corps, il va falloir qu'il le mette à 37 degrés pour digérer. Donc, il y a le côté température, le côté mastication, quand c'est du solide, plus c'est mastiqué, plus c'est salivé, plus c'est pré-digéré. On a tous appris ça, même à l'école. Donc, c'est pour ça que les solutions que nous, on a beaucoup apporté à des sportifs ou à des gens qui sont un peu plus liquides, en effet, sont, entre guillemets, pré-salivés, pré-digérés. Donc, encore plus facile à balancer dans le corps. Mais voilà, la température, elle est primordiale pour ça, quoi. Et en effet, moi, je pense que c'est un sujet super important que vous avez tous abordé, c'est la température. Et sur l'eau, on peut être amené à vraiment skier. Ça puise énormément d'énergie. Ça complique les choses aussi pour faire à manger. Et pareil, quand on a chaud, donc vraiment, les apports, ils sont différents selon les températures. Je repense au raid de tout à l'heure. Si c'est un raid dans les mers du Caraïbe, ce ne sera pas pareil qu'un raid en Suède. Donc voilà, il y a vraiment tout ça à prendre en compte. Et la température de l'alimentation est hyper importante aussi. Merci pour cette réponse. Une petite question peut-être pour Christopher, là cette fois-ci, sur le choix de l'alimentation qu'on doit avoir pendant la nuit et notamment dans la course qui dure pour limiter les effets de somnolence. Alors, tu as un peu évoqué la question du sucre tout à l'heure, mais si tu peux nous en dire un mot. Je vais aussi laisser peut-être Sam et Anne répondre sur l'aspect physiologique. Je dis juste que moi, ce dont je me suis rendu compte, et bon, c'est prouvé scientifiquement, Sam en a aussi un petit peu parlé, c'est que le sucre, ça fait dormir, quoi. Donc ça, il y a pas photo. Vous pouvez essayer quand vous êtes en voiture aussi. Si vous mangez 3 Kit Kat et un Mars, pendant une demi-heure, vous allez être bien, et puis après, vous allez commencer à piquer du nez, quoi. Donc clairement, le sucre, moi je le prends avant d'aller dormir parce que il y a cet aspect plaisir.
Moi, j'aime bien manger un carreau de chocolat avant d'aller me coucher quand je suis à la maison. Et donc, finalement, de retrouver ce rituel qui est quelque chose que j'ai à la maison quand je suis dans ma bannette secouée par les vagues, et ben, ça me fait du bien au moral et en même temps, ça m'aide à m'endormir. Donc, quand je dis avant d'aller me coucher, c'est voilà, on va dire une demi-heure, 3/4 d'heure avant la fin d'un quart, hop, c'est là que je me fais plaisir sur du sucré. Et en plus, ça va aider au fait que je m'endorme bien par la suite. Donc, je sais pas, peut-être Samoine, vous pouvez ajouter quelque chose là-dessus qui sont un peu plus physiologiques, mais… Ouais, c'est vrai que en fait, le corps, il n'est pas fait normalement pour fonctionner la nuit. Hein. Donc, se taper une choucroute ou le cassoulet la nuit, même dans la vie normale, on n'en a pas spécialement envie. Donc, on va toujours revenir sur des solutions qui vont être d'autant plus digestes parce qu'il va falloir chercher l'efficacité. Et si c'est digeste, bah, c'est moins coûteux en énergie, donc moins envie de dormir. Moi, je reviens sur le fait que la digestion, on l'oublie parfois, mais le dimanche midi, quand on mange trop, on a juste envie d'aller faire la sieste. Hein, donc, voilà. Et les bébés, après manger, ils dorment. Donc, voilà. Donc, avoir des solutions efficaces. Souvent la nuit, voilà, c'est parce qu'il faut être efficace. Hein, il faut tenir des quarts, on n'est pas là pour se faire plaisir, on va dire. Donc il faut quelque chose d'efficace. Voilà. Donc facile à digérer. Donc on en revient sur la solution semi-liquide d'alimentation qui est très pratique. Merci pour cette précision. Petite question, et ce sera probablement la dernière, sur la caféine. Est-ce qu'il faut boire du café ou au contraire, est-ce qu'il ne faut pas en boire? Je peux répondre vite fait, moi, sur mon expérience. Moi, je ne bois pas de café à terre. Je bois un petit peu de thé, mais très peu. Et je ne bois pas de café ni de thé quasiment en mer. Donc, ce n'est pas forcément un exemple à suivre. J'ai navigué avec des gens qui boivent un petit peu de café ou du thé à bord, mais là aussi, c'est plutôt quelque chose qui se rapproche finalement de ce qu'ils vivent au quotidien. En tout cas, il ne faut surtout pas, là je parle vraiment pour la partie course au large et notamment course au large qui dure, il ne faut surtout pas aller chercher dans le café, dans le Red Bull, dans le Coca, enfin tout ce qui est caféiné, un moyen de ne pas dormir. Ça, c'est vraiment l'erreur à ne pas faire, c'est-à-dire que se dire qu'on va s'enfiler 15 cafés pour pas dormir, c'est la meilleure manière de faire une connerie. Donc au contraire, si vous avez envie de dormir, eh ben, il faut trouver des solutions pour dormir ou pour avoir anticipé le fait que vous n'allez pas pouvoir dormir pendant toute une nuit parce que les conditions ne permettent pas de dormir. Donc ça veut dire qu'on fait des siestes avant ou on accepte que là, à ce moment-là, on ne peut pas dormir, mais c'est pas, on ne contre pas le manque de sommeil par une ingestion. Bon, bref, vous m'avez compris, par beaucoup de caféine. Donc après, je vais laisser les spécialistes répondre, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Ouais. Et il ne faut vraiment pas… Ah, Chris, on t'a perdu, je crois. Ça va, t'écoute. Ouais, en fait, non, moi, je voulais juste ajouter un tout petit truc et qui rejoint aussi la question précédente. Je pense que la clé, et je ne suis vraiment pas un expert de la course au large, mais bon, suffisamment discuté avec des potes par rapport à ça. La clé, c'est vraiment la régularité. On parlait de la régularité dans l'alimentation, donc manger un petit peu régulièrement. Je pense que le sommeil, évidemment, c'est la même chose pour éviter les coups de pompe en pleine nuit. Et je pense que nous, on essaye d'aider un maximum à travers la nutrition. Il y a des solutions aussi qui permettent d'avoir une béquille, j'ai envie d'appeler ça, qui peut s'apparenter à du café. C'est des boissons énergisantes, mais attention, Chris faisait mention de celle qui donne des ailes. Elle est farcie de sucre et celle-là, elle va plus vous sabrer une heure après que ce qu'elle vous a fait du bien. Donc, il y a des boissons qui sont caféinées ou en tout cas qui vont s'apparenter à un bon café ou quelque chose qui va vous aider à tenir un peu plus quand il y a une période, il y a cartouche, on ne peut pas aller se coucher. Ça peut aider. Maintenant, comme disait Chris, clairement, il ne faut pas s'appuyer là-dessus pour dire, allez, on va zapper 3-4 heures de sommeil ou plus pour tenir le coup, quoi. Ça peut être une béquille, ça existe, mais il ne faut pas s'appuyer là-dessus, je pense, pour sa course, quoi. Effectivement, moi, pour le coup,
Vous le savez, ceux qui me connaissent savent que je suis loin d'être une sportive de haut niveau. Mais en revanche, quand Christopher et Sébastien se lancent dans leurs histoires de trail and sail, bon moi je fais l'assistance et donc je dors pas non plus en fait pendant 4 jours. Et effectivement, Anne qui était avec nous, moi je suis une dingue de café dans mon quotidien, presque en intraveineuse comme dirait Christopher. Et du coup, elle m'a donné ces petits sticks magiques qui s'appellent Energy Power ou ça doit être ça, je ne me trompe pas, et qui sont effectivement des substances, la caféine, du guarana, des choses comme ça. Ils vous l'expliqueront, Anne et Sam, mieux que moi. Et c'est vrai que moi qui ai tendance quelquefois à boire trop de café et du coup avoir un peu le palpitant, ça nous est tous arrivé quand on consomme trop de choses énergisantes. Finalement, ça aide pas tant pour lutter contre la fatigue et pour la lucidité. Et en plus, ça rend un peu malade. Donc, alors que là, cette boisson-là, pour le coup, on l'a vraiment utilisée. Et Christopher, Sébastien aussi, en tant que eux dans leurs courses, l'ont utilisée. Et franchement, ça donne un état d'éveil et de lucidité qui est extrêmement intéressant et très performant sans avoir d'effets secondaires négatifs. Donc, si, voilà, moi, pour le coup, ce genre de solution facile, j'en fais la pub depuis régulièrement parce que c'est vraiment quelque chose. En plus, c'est bon au goût, donc ça ne gâche rien. Juste, j'ajoute un truc, hein, et Anne, elle l'a bien dit, tout ce que vous essayez, il faut le tester avant, quoi. Et là, sur ces histoires de sommeil, c'est important d'avoir une solution que vous avez déjà testée et dont vous avez testé comment vous réagissez. Encore une fois, la voile, c'est un sport stratégique, c'est un sport sur lequel il faut être très lucide au niveau mental pour prendre les bonnes décisions. Donc chaque paramètre que vous allez bouger, il faut le tester avant et pas le découvrir en course parce que les conséquences, elles peuvent être importantes au niveau de votre résultat, de votre stratégie, voire carrément de votre sécurité, quoi. Je crois que nous arrivons à la fin de ce webinaire. Donc, merci à tous les trois, Anne, Samuel, Christopher, pour ces présentations. C'était vraiment très instructif. Comme je vous le disais en début de webinaire, nous avons enregistré, je vois qu'il y a la question qui arrive en même temps que je suis en train de donner l'information. Donc, oui, nous avons enregistré ce webinaire. Donc, vous me laisserez le temps de faire un petit montage pour vous partager le replay. Donc, à tous ceux qui étaient inscrits, vous allez recevoir par mail donc le replay de ce webinaire. Par ailleurs, ce que je vous propose, c'est, vous l'aurez également, mais je vous repartage mon écran une petite seconde pour vous donner les coordonnées de nos intervenants, donc Anne, Samuel et Christopher. Bien évidemment, vous pouvez screenshotter la page pendant que je vous parle, mais sinon, nous vous enverrons ça dans l'emailing. Je tiens aussi à vous préciser que Samuel et Anne sont 2 ambassadeurs avec lesquels on travaille pour une gamme dont ils ont eu la gentillesse et la courtoisie de ne pas citer le nom pour pas faire de publicité. Merci à eux. Mais moi, je vais faire la publicité pour eux, du coup, puisque eux ont eu la gentillesse de ne pas le faire. Donc, la gamme s'appelle Beauty Sané et voilà, ce sont des produits qu'on a évoqués, que Christopher a eu l'occasion d'utiliser, qui composaient en grande partie son avitaillement s'il avait dû prendre le départ du Vendée Globe. Donc, voilà, on a toute confiance dans cette gamme-là et surtout, on a confiance en Anne et Samuel qui ne sont pas des vendeurs de produits, mais qui sont bien sûr des conseillers, des gens qui accompagnent, des consommateurs également eux aussi et qui sont là pour vous accompagner, pour vous aider à trouver des produits dans leur gamme, mais évidemment dans tout un tas aussi d'autres solutions de nutrition, que ce soit à terre ou en mer. Donc, je vous encourage très vivement à les contacter. Ils ont toujours la banane, ils sont pleins de bons conseils. Et puis, le conseil, pour le coup, ça coûte rien. Après, vous verrez si vous faites affaire avec eux. Pour notre part, chez Marseille, à tous les voileux qui sont en train de préparer leur compétition et leur circuit en espérant que les régates soient maintenues, on croise les doigts fort parce qu'on en a marre de cette situation. Nous avons ouvert nos stages de formation à la course au large. Vous retrouverez toutes les informations sur notre site internet
www.marseille.com. Je fais un peu speakerine là, mais bon, c'est pas grave, j'assume le rôle. Et pareil sur les sessions de formation en ligne pour la météo et le routage. Si vous voulez vous perfectionner dans vos routines de stratégie de course avec Christopher, vous pouvez aussi retrouver les informations sur notre site. Vous recevrez donc ce replay du webinaire très rapidement dans vos boîtes mail. N'hésitez pas à diffuser autour de vous. On publiera ça aussi également sur notre chaîne YouTube et sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à partager à vos camarades qui préparent eux aussi des compétitions sportives, que ce soit en voile ou pas qu'en voile d'ailleurs, puisque Anne et Samuel sont capables d'accompagner aussi sur d'autres sports. Merci à tous de votre présence ce soir. Merci d'avoir joué le jeu des questions et d'avoir été très sage pour laisser discuter les intervenants et répondre calmement à vos questions. On va vous souhaiter donc une très 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 bonne soirée et on vous dit à bientôt sur l'eau ou à terre. Nos intervenants, mot de la fin. Ouais, salut à tous, très bonne soirée. Un grand merci à Sam et Anne pour votre gentillesse et la pertinence et la qualité de vos interventions. C'était vraiment top. Je continue d'en apprendre à chaque fois qu'on discute ensemble. Merci à vous pour votre confiance et puis on apprend tous les uns des autres. Et merci pour votre écoute à tous les participants. Merci beaucoup. Bonne soirée. C'est une bonne soirée. Bonne soirée. À bientôt.